À aucun moment on ne pouvait aller de pair. Vous avez raison de souligner la question, mais il y a un premier problème, c'est que en France, on obéit trop souvent à la tyrannie des minorités. C'est-à-dire que dès qu'il y a une minorité qui veut bloquer un projet, qui veut bloquer quelque chose, on écoute davantage la minorité que la majorité. Or, dans une démocratie, c'est la majorité qui décide. Ce projet a été adopté par différents gouvernements et différents gouvernements successifs qui n'avaient pas la même conviction politique ont approuvé ce projet qui est lancé depuis 30 ans. Donc au bout de 30 ans, quand même, on peut se dire qu'on peut avancer sur un projet et on peut avancer concrètement. Ensuite, après, il faut quand même caractériser ces gens-là. Ces gens-là se prétendent écologistes, mais ils ne sont pas écologiques. Ce sont des escrologistes qui veulent nous faire revivre au temps des Amish. Parce que moi, on veut bien m'expliquer comment faire du temps de l'écologie. Mais est-ce que l'écologie, c'est revenir en arrière, c'est vivre à l'époque des petites lumières et des petites bougies, ou est-ce que l'écologie doit être synonyme avec le progrès économique, le progrès individuel et le progrès humain? Si c'est pour revenir à l'écologie qui nous a conduit à la grande manifestation des Gilets jaunes, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Si l'écologie, ça doit être synonyme de décroissance, de récession économique, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Quand on regarde les autres pays, quand on regarde ce que nous disent nos collègues européens et nos collègues étrangers aux États-Unis et en Chine, ils expliquent très clairement que l'avenir de l'écologie passera par une écologie dite positive et pas punitive. C'est-à-dire qu'on réussit l'écologie parce qu'on pense qu'on encourage les entreprises à passer à la transition énergétique parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner de l'argent comme ça. C'est ce que font les États-Unis avec Joe Biden, avec le projet IRA, et c'est en train de fonctionner. C'est ce qu'a fait la Chine avec les panneaux photovoltaïques et les panneaux solaires. Et c'est comme ça qu'on fonctionne, avec une écologie qui est positive. Moi, je ne sais pas comment on fait pour punir davantage des gens qui sont épris de liberté. Que lui, pourquoi cette volonté de prendre la parole de la part du chef de l'État? Et est-ce que le rôle de la France est aussi important qu'il veut bien le laisser paraître? On sait par exemple qu'il n'est toujours pas allé sur place, Emmanuel Macron. Alors, la France a un rôle important dû égard au fait que c'est principalement le Qatar qui finance le Hamas, avec à l'époque la bénédiction d'Israël. Donc c'est-à-dire que le Qatar a un rôle à jouer. On connaît les liens importants entre la France et le Qatar, notamment entre Emmanuel Macron avait notamment appelé l'émir du Qatar pour qu'à l'époque Kylian Mbappé reste au Paris Sur Saint-Germain. d'autres sujets. Sur d'autres sujets. Mais en tout cas, il y a un lien qui est assez fort dans la mesure où le Qatar a renforcé ses investissements économiques en France et donc nos liens sont plutôt importants. Est-ce que le Qatar aura la capacité nécessaire pour convaincre le Hamas de libérer les otages français? Ça peut être une possibilité. Je vais donner les pour et les contre. Les pour, c'est que le Hamas a libéré les otages qui sont américains. La difficulté, c'est qu'en fait, le Hamas a principalement libéré les otages qui sont américains parce que les Américains ont renforcé la présence avec la venue du porte-avions Gerald Ford et qui ne voulaient pas d'intervention américaine au sol et dans l'aide d'Israël. Parce que la difficulté, c'est qu'il ne faut pas qu'Israël rentre trop rapidement dans Gaza et il faut que le Hamas, notamment, provoque beaucoup de pertes chez Israël pour qu'Israël recule. C'est ça l'enjeu, notamment de l'intervention qui est terrestre. Donc, est-ce que le Hamas va être prêt à larguer dès maintenant ces otages, alors que c'est principalement la seule arme qu'ils ont, notamment de leur intervention du conflit, pour faire pression sur la France, pour que la France et l'Europe fassent pression sur Israël sur leur intervention terrestre? Je ne suis pas sûr. C'est là où je mets un bémol. Là où, par contre, je rejoins le président Macron et le président Sarkozy, c'est qu'il faut nous tout faire pour le faire. On a les armes pour le faire, notamment notre lien avec le Qatar, le fait qu'on ait un siège au Conseil de sécurité qui nous permette d'avoir des arguments à faire valoir et au Qatar et au Hamas pour libérer et pour récupérer nos otages. En aveu d'échec de se dire on préfère interdire, il y a peut-être moins de problèmes si on interdit tout. Je pense que Gérald Darmanin essaie de faire de la politique et parfois la politique est contradictoire avec le droit. C'est-à-dire qu'on a souvent des blocages dans les intentions qui veulent être faites d'une meilleure politique. Est-ce qu'on peut interdire tous les types de manifestations? Non. Est-ce qu'on peut par contre prévoir ce qui va se passer? Moi, je pense que oui. Le tribunal administratif s'est déjà prononcé sur une interdiction de manifestation, je crois, sur les interventions royalistes, qui disaient on interdit cette manifestation, on justifie et on valide cette interdiction en raison des mots d'ordre qui peuvent être indiqués. Quand on regarde, est-ce qu'on a le droit de manifester en faveur de la Palestine, en faveur du peuple de Gaza? Évidemment qu'on a le droit. Évidemment qu'on a le droit d'être indigné et d'avoir peur pour la population civile, mais cette indignation ne doit pas être à géométrie variable. On ne peut pas faire comme Benzema, penser uniquement aux habitants de Gaza et ne pas penser aux victimes du 7 octobre qui ont vécu le plus grand drame contre les Juifs depuis la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième élément qu'il faut indiquer, c'est que sur les mots d'ordre, on parle quand même de manifestations pro-palestiniennes qui souvent dérapent, notamment sur plusieurs mots d'ordre. Est-ce qu'on peut se permettre de laisser une manifestation auquel des gens crient Allahu Akbar la semaine où Dominique Bernard meurt? Est-ce qu'on peut laisser des Dieu gens... est grand, est-ce que les terroristes sont repris? Mais ce qui n'est pas un cri de base de terroriste. Mais on a quand même des choses qui sont alimentées, parce que le message que vous avez fait passer, c'est qu'on interdit les manifestations pour des questions de troubles à l'ordre public. Est-ce que crier Allahu Akbar la semaine où Dominique Bernard meurt, c'est pas un trouble à l'ordre public? Est-ce que c'est pas un trouble à l'ordre public de crier Allahu Akbar alors que c'est sur les mêmes motifs qu'on a assassiné Samuel Paty il y a 3 ans? Oui, parce que les terroristes ont repris ça. Et les terroristes ont repris ça. Mais moi, c'est la question que je pose. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas
indirectement ou directement des indignations à géométrie variable et qu'on dit on a le droit d'interdire des manifestations en raison des mots d'ordre qui peuvent être indiqués, en raison des troubles qui vont être causés, alors que là on est quasiment certain, notamment parce que c'est le NPA qui organise, et le NPA dit très clairement ce qui compte, c'est que Israël est responsable de l'agression. Moi je vais poser une simple question. Si par cas vous avez une personne qui arrive en kippa dans cette manifestation, qu'est-ce qui va lui arriver ? Mais on sait très bien ce qui va lui arriver. Il va être lynché sur la place publique. Donc on est certain que cette manifestation ne peut pas être sûre. Gérald Darmanin a raison de le rappeler. Ensuite, après, est-ce que les préfets doivent motiver en droit leur décision ? Oui, parce que nous sommes en état de droit. Par contre, est-ce qu'on peut prévoir ce qui va se passer en raison des troubles, en raison du climat, sur le fait qu'il y a quelques semaines, la rentrée a été difficile avec notamment l'interdiction du port de l'abaya. Est-ce qu'on a des menaces religieuses, notamment d'un islam politique, contre notre modèle laïca ? Est-ce que le risque, on parlait de risque d'importation du conflit, mais l'importation du conflit est déjà présente. Un ensemble de juifs qui habitaient en Seine-Saint-Denis vous diront qu'ils fuient la Seine-Saint-Denis parce qu'ils se font lyncher, parce qu'ils ne peuvent pas être juifs dans certains départements. Donc le conflit est déjà en France et je pense que le ministre de l'Intérieur a raison de les protéger. Est-ce qu'il le fait mal ? Est-ce qu'il le fait de la mauvaise manière ? Peut-être, notamment parce qu'il a commis quelques erreurs cette semaine. Mais est-ce que son intention est bonne ? Je pense que oui. On reparlera en pratique sur la même chose. Qu'est-ce qu'on fait de ces élèves ? Est-ce qu'on les déscolarise alors qu'en théorie on ne peut pas déscolariser un enfant comme ça ? C'est pas simple parce qu'en France on a toujours eu la doctrine de vouloir inclure tout le monde et de laisser personne sur le carreau au nom du principe d'égalité. Par contre, le principe d'égalité a été dévoyé. C'est-à-dire que maintenant, on n'est pas sur un principe d'égalité, c'est que c'est les minorités qui imposent leurs lois sur différents champs de la société, que ce soit sur les questions culturelles, sur les questions éducatives, etc. C'est-à-dire que l'ensemble de la majorité doit s'adapter à la minorité. On s'adapte à la minorité d'emmerdeurs. On s'adapte à la minorité de gens qui foutent le bordel en France. On s'adapte à la minorité des gens qui sont radicalisés et on fait ce qu'on appelle le nivellement par le bas à l'éducation nationale. Or, moi, je pense que ce qui compte, c'est de dessiner un projet de société. Est-ce qu'on peut emmener 90%, 95% de la population vers une destinée, vers un récit national commun ? Oui. Ensuite, après, en fonction des éléments qui sont indiqués sur les élèves radicalisés, je pense qu'il y aura un certain nombre de critères selon ce que donne Gabriel Attal. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui a crié uniquement un chant ou qui a regardé uniquement une vidéo. Je pense qu'il y aura un ensemble d'indices. Il faudra étayer, on imagine. Voilà, un ensemble de faisceaux d'indices qui fera qu'un élève sera vraisemblablement radicalisé parce qu'il regarde un certain nombre de vidéos, parce qu'il fréquente un certain nombre de personnes. Est-ce que cette personne-là peut faire corps commun avec l'ensemble d'une classe ? Ou est-ce qu'un professeur pourra notamment assurer les cours, assurer des cours d'histoire, notamment, est-ce qui a été dit quand la personne qui a tué Dominique Bernard a dit « Est-ce que tu es professeur d'histoire, toi ?» Est-ce que les professeurs pourront assurer un ensemble de choses, de transmission de savoir, avec des personnes qui sont radicalisées, notamment, je suppose que c'est radicalisé sous l'islam politique, islamiste, et donc, du coup, pour assurer la transmission des savoirs, parler de tout l'ensemble des sujets en termes historiques, parler d'un certain récit national, parler des questions qui sont actuelles, ou est-ce qu'il se fera contester par l'élément qui est radicalisé ? Moi, je pense que c'est une bonne décision, c'est un bon point, parce qu'il faut faire progresser l'ensemble de la société, et non pas adapter l'ensemble de la société à quelques emmerdeurs. Et c'est déjà mieux. Et en même temps, on voit bien que la droite et le Rassemblement national préfèrent se dire, finalement, on préfère aucune loi à un petit peu mieux. C'est toujours mieux d'avoir un peu mieux, mais moi je pense qu'actuellement c'est le feu, on voit que l'actualité est difficile, et actuellement Gérald Darmanin essaie d'éteindre le feu avec un pistolet à eau. Donc ça a été un petit peu, mais c'est pas nécessaire, c'est pas suffisant sur un ensemble de points fondamentaux. Il y a au moins 2 points, moi je trouve, qui sont très risqués. Le premier point, c'est que c'est une question de logique. La question de la logique essentielle, c'est de reprendre le contrôle des flux migratoires. C'est de dire qui on souhaite accueillir et qui on ne souhaite pas accueillir. Moi, je dénonce les personnes qui disent qu'il faut virer tout le monde, il faut dégager tout le monde et il faut refuser tout le monde. Il y a des personnes qui apportent au pays, qui sont positifs, et il y a des personnes qui nous apportent que des problèmes. Il faut prendre ceux qui nous apportent quelque chose. Or, la question, c'est que sur l'Europe et sur la France, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Des gens viennent, ils restent, et ensuite, après, on réfléchit aux expulsés. La question, c'est plutôt, est-ce qu'on décide en amont, ceux qui viennent, et on n'accueille que ceux qui nous apportent quelque chose et ceux qui sont compatibles avec notre politique migratoire. Le deuxième point qui n'est pas abordé par Gérald Darmanin et qui est le point essentiel, c'est la question de l'assimilation et l'intégration sur notre territoire. Or, c'est le sujet qui n'est absolument pas abordé. C'est-à-dire que le sujet de la politique migratoire, ça doit être cohérent. C'est-à-dire que quand vous prenez la politique américaine, les gens se disent, on s'est intégré parce qu'eux, ils veulent gagner la guerre des cerveaux. Ils disent qu'on n'a pas assez de gens sur le territoire américain, donc on fait venir les meilleurs cerveaux pour devenir rayonnants, pour que nos universités brillent et avoir les meilleurs talents du monde entier. C'est une politique d'Emmanuel Macron depuis 2017. On dit qu'on attire les meilleurs talents. Or, comment on fait pour attirer les meilleurs talents ? Ensuite, après, il y a une question d'intégration. Dans certains quartiers, comme le rappelait Christophe Guilluy, on fait venir une politique dite communautaire. C'est-à-dire que des gens viennent de certains pays, viennent dans certains quartiers et ils remplacent les délinquants qui sont arrêtés par la police. Or, on crée des flux migratoires de plus en plus importants et des flux de délinquants de plus importants, comme le rappelait Christophe Guilluy. Et ensuite, après, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne peuvent pas s'intégrer économiquement, ils ne peuvent pas s'intégrer socialement, ils ne peuvent pas s'intégrer culturellement, donc ils se tournent vers la délinquance. Et ça pose un sujet essentiel. Donc, pas de réponse sur l'intégration, pas de réponse sur la reprise des contrôles du flux migratoire et sur le fait de pouvoir choisir qu'on veut accueillir et refuser qu'on ne veut pas accueillir.
Ça a des modalités techniques, ça peut aller dans le bon sens, mais ce sera clairement pas suffisant au regard des attentes des Français sur cette question. Non, mais je ne cherche aucune excuse. J'estime qu'il est de mon devoir de le faire. Cette nouvelle information venant du parquet me touche en plein cœur, car j'ai fait tout mon possible pour améliorer notre justice. William Tay, vu de France, c'est assez étonnant comme décision. Un ministre qui, clairement, en France, on demande beaucoup la démission des ministres, c'est devenu systématique. En Belgique, cet homme décide lui-même de démissionner. Il ne cherche pas d'excuses. Il a une part d'honneur dans le tragique, dans la mesure où il reconnaît ses responsabilités. Et ça devrait être le principe de toute organisation et de toute société. Moi, je pense qu'on a un problème essentiel en France. Le problème, c'est la culture d'irresponsabilité. C'est-à-dire que lorsque vous avez des erreurs qui sont commises, et les politiques, plutôt que de s'excuser et de dire qu'on avait tort, ils continuent à persister dans leur erreur. Je pense notamment qu'Édouard Philippe a sorti grandi lorsqu'il sortait de Matignon. Au moment où il disait que sur le Covid, on ne sait pas tout, donc j'essaie de faire au mieux. Quand vous êtes ministre, quand vous êtes Premier ministre et que vous faites des erreurs et que vous restez, notamment, je vais prendre l'exemple récent de quelqu'un qui a fermé Fessenheim et qui nous dit on va faire la sobriété énergétique, beaucoup de Français se disent mais on ne va pas pourquoi c'est vous parler. Absolument pas. Mais pourquoi est-ce que c'est nous qui paierons les erreurs et pourquoi est-ce que cette personne a une promotion et passe de ministre de l'énergie à ministre de l'environnement à Première ministre? Quand vous avez un ministre qui se trompe sur les erreurs du Stade de France, c'est pas lui qui est viré. C'est le pauvre sous-préfet du coin de Seine-Saint-Denis qui est viré ou le pauvre sous-administratif. Lorsque le rectorat de Versailles commet une erreur en envoyant une lettre immonde à des parents d'élèves qui sont victimes d'harcèlement et dont le jeune s'est suicidé in fine, ça va être la sous-secrétaire du coin qui a signé le courrier, qui a envoyé le courrier, qui va être viré. Et donc, ça déréglemente tout le système d'autorité que nous avons en France. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se disent, de toute façon, si les politiques ne payent pas, si les gens ne payent pas d'en haut, pourquoi est-ce que nous, on paierait pour les actes? Et ça crée un ensemble de choix où on a une renversion des valeurs, où ça veut dire que vous commettez des actes, vous n'avez pas de conséquences. Je pense que ce monsieur a de l'honneur dans ce qui s'est passé, et je pense que beaucoup de personnes devraient s'inspirer de ce qu'il a fait.